Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Pénélope Bagieux. Pénélope, tu étais dans ma liste des invités de rêve depuis les débuts de La Leçon. Et on aura finalement mis presque un an à boucler cette discussion. Lorsque je regarde la liste de tous tes projets sur Wikipédia, de tous les livres, les collaborations sur lesquelles tu planches, je comprends mieux pourquoi. Et je me sens d'autant plus chanceuse. Tu t'es fait connaître grâce à ton blog BD Ma vie est tout à fait fascinante, puis tu as enchaîné les ouvrages. L'un d'eux, Joséphine, s'est même retrouvé adapté au cinéma. Et puis enfin, le Graal, après 2 tomes de Culotté, cette BD merveilleuse qui met en lumière des femmes d'exception, tu as reçu le plus grand prix de la BD mondiale, le prix Eisner en 2019. J'imagine que pour en arriver là, on doit s'en manger des galères. Hello Pénélope, tu vas bien ? Oui, très bien, merci. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va raconter un échec personnel. Oui, parce que des échecs professionnels, j'en ai eu pas mal, mais ça a jamais été des vrais échecs, dans le sens où à chaque fois que j'ai raté un truc, en fait, le plan B était bien mieux que le plan A. Donc je trouve que ça m'embête d'appeler ça un échec. C'est souvent la leçon à en tirer d'ailleurs. Ouais, mais c'est systématique, c'est qu'à chaque fois, je suis très déçue parce que quelque chose marche pas, j'en pleure, je me dis que c'est la fin de tout, que maintenant tout va être compliqué. Et en fait, ce qui se présente à la place est mieux. Enfin mieux. En fait, ça me va très bien. Te correspond mieux voilà. aussi, ouais. Donc c'est pour ça que c'est un peu bancal. Mais effectivement, j'ai plus de leçons personnelles que professionnelles d'échecs. Et alors, toi, ton histoire, elle remonte au collège, au moment où les amitiés sont tellement puissantes, oui, tellement fusionnelles aussi, non ? Mais oui, en fait, j'avais ma meilleure copine du collège. Effectivement, c'est des amitiés que je pense avec une intensité qu'on n'a plus après. Ouais. C'est vraiment c'est ta sœur, mais c'est aussi un truc un peu fusionnel qui relève presque de l'amour, quoi. Ouais. C'est que on voulait aussi être ensemble tout le temps, tous les soirs après l'école. On voulait voir personne d'autre. On était que toutes les deux. Vraiment, on s'était trouvés. On était inséparables à toutes les vacances, tout le temps. Et puis tu passes ta vie avec l'autre, ce qui t'arrive plus vraiment, hormis si tu bosses avec ta pote ensuite. C'est un moment où tu passes toute ta vie, quoi. Je sais pas. Il y a un truc de presque tu vois, tu l'envies, t'as un peu envie d'être elle, mais pas d'une manière malsaine. Tu te dis, waouh, elle a vraiment les plus beaux cheveux. Et enfin, je sais pas, on avait un truc hyper fusionnel, on était tout le temps fourrés ensemble. Et en plus, on écrivait des BD ensemble, on jouait au même jeu, parce qu'on était un peu des grosses nerds. On jouait ensemble à des jeux de cartes et tout. Bon, bref. Et c'était super. Et c'est aussi l'époque où j'ai eu mon premier vraiment copain, avec qui c'était, enfin, voilà, la première fois que j'avais un copain vraiment. C'était pas trop dur à gérer pour elle, parce que, évidemment, tu passes moins de temps avec ta pote quand t'as ton amoureux, tu vois. Alors, c'était au tout début. On venait de commencer à se mettre ensemble, donc non. Et j'ai jamais compris pourquoi, mais un jour où, parce qu'on traîne un peu avec le même groupe de copains, et je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais peu importe. Il y a un soir où elle a essayé de l'embrasser. Voilà. Ok. Et elle m'a rien dit, et il se trouve que c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit le lendemain. Et je me souviens que c'était la veille de la rentrée de je sais plus quelle petite vacances. Et elle m'a appelé pour me dire, du coup, demain matin, on se retrouve pour aller à l'école ensemble. Et je lui ai dit, bah non. Et j'ai laissé planer un silence. Et elle m'a dit, bah pourquoi ? Je lui ai dit, bah je pense que tu sais. Et elle a un peu eu un rire gêné, puis elle a rien dit. Puis je lui ai dit, bah voilà. Puis on a raccroché. Et en fait, on s'est plus jamais parlé. Et c'est tout. C'est tout. Elle savait très bien, je savais très bien, etc. Mais ça devait être un drame quand tu passes ta vie. Dans tous mes états, c'était affreux. Mais j'étais surtout vraiment furieuse et hyper en colère. Et mon sentiment prédominant, c'était vraiment la trahison, la jalousie. Comment, tu te rends pas compte, c'est mon mec et tout. Peu importe, puisqu'en fait, donc évidemment, comme c'était mon super amour de ma vie quand j'avais 14 ans, 4 mois après, c'était terminé. Ouais. 2 ans après, je me souvenais plus vraiment de son nom de famille et 4 ans, sûr, tu vois. Ouais. En fait, on s'en fout. Ouais. En revanche, elle, très très vite, elle m'a manqué. C'est-à-dire qu'en fait, bon, même quand j'étais avec ce mec-là, quoi, je me disais, ah, mais du coup, j'ai plus ma pote, en fait. Ouais. Et on était dans le même collège, et donc, on se croisait en faisant semblant de pas se voir. Les gens nous disaient, mais tu traînes plus du tout avec. Et je disais, ah non, là, je peux dire que c'est terminé. On s'est chacune fait une nouvelle meilleure copine à l'accélérer pour avoir vite quelqu'un d'autre. Et vraiment, on s'ignorait royalement, etc. Et en fait, moi, elle m'a manqué, je pense, au bout de 12 secondes. Et mi-fierté, c'est trop tôt, mi-machin, j'ai pas relancé, elle non plus. Puis vous avez même pas discuté en réalité de ce qui s'était passé. Donc en plus de ça, ça bloque encore plus parce qu'il n'y a pas eu cette discussion pour évacuer, quoi. Ouais. Et puis bon, il y avait pas grand-chose à voir comme discussion, mais et bon bref, le lycée s'est passé, c'est vraiment devenu une étrangère, on se rappelle plus du tout, etc. Et la réalité, c'est qu'en fait, des années après encore, à chaque fois que je repense à elle, c'est que des bons souvenirs et c'était vraiment quelqu'un de super. Parfois, j'ai entendu un peu ce qu'elle devenait via des anciennes copines du lycée et tout ça. Ouais. Et surtout, c'est une anecdote qui date de bien avant Facebook et tout ça. Ouais.
Et c'est quelqu'un qui est pas très réseaux sociaux, en plus. Donc, il y a eu... Fais chier, tu peux même pas stalker. Mais non, mais surtout, sinon, bien sûr que j'enverrais tout de suite un message. Oui. Tu vois, en fait, c'était il y a 20 ans. Donc, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais. Donc, je lui dirais, oh là là, qu'est-ce que tu deviens et tout. Et je pense que vraiment, on en aurait rien à foutre de cette histoire de mec. Mais en fait, bah non. Et donc, voilà. Et le mec, pour le coup, vraiment, je m'en fous. Et j'ai oublié qui c'était. Il a eu aucune importance dans ma vie, en fait. Alors que elle, bah... Je pense que ça aurait été une amitié qui aurait continué à grandir et à devenir autre chose, et elle m'aurait accompagnée, tu vois, dans ma vie, quoi. Ouais. Simplement, plus tard, quand j'étais étudiante, ma meilleure copine de mes études, ou pareil, c'était le crush amical le jour de la rentrée du premier jour de première année. On est devenues copines tout de suite, et on était complètement inséparables à nouveau. Pareil, super potes, et pas exactement dans les mêmes circonstances, mais un peu le même genre, c'est-à-dire un mec sur qui je fantasmais complètement, et j'arrêtais pas de parler de lui à ma copine toute la journée, en disant, ah là là, aujourd'hui en cours, à un moment, il m'a regardé, machin. Et en fait, un jour, j'ai compris que, bah, voilà, elle avait été plus rapide que moi. Oh non! Et vraiment, j'étais atterrée, je lui dis, mais comment t'as pu me faire ça? Et puis elle était hyper piteuse, elle me disait, mais oui, mais bon, bref, peu importe. Et pareil, on a arrêté de se parler. Ouais. Et commençait à faire comme si on se connaissait pas quand on se croisait tous les jours dans notre école, etc. L'enfer. Et en fait, rebelote. Le mec, finalement, rétrospectivement, oh là là, tellement rien à foutre. En revanche, elle, oh non, mais tellement précieuse, tellement, j'ai pas réussi à te remplacer et c'est nul sans toi. Et en fait, à la toute fin de notre scolarité, donc on a fait une école d'art qui dure 4 ans, et à la toute fin de notre scolarité, on s'est retrouvés complètement par hasard à être obligé, c'est quand même le destin est super. En fin d'études, tu dois donc rendre un mémoire que tu soutiens. Et il y a la salle où on va imprimer nos mémoires et les relier. Et on s'est retrouvés à être en même temps dans cette salle à faire imprimer nos mémoires. Et donc ça prend longtemps. Il faut attendre que les pages sortent. Ouais. Et du coup, très gênant, on se retrouve toutes les deux dans la même pièce. Donc on se dit bonjour du regard poliment de loin. Et puis en fait, coincés dans cette pièce toutes les deux. En plus, à la fin de nos études, le dernier jour où on est à l'école, donc vraiment les dernières fois où on va se croiser surtout. C'est plutôt ça. C'est quand même amusant. C'est a priori on se reverra plus jamais. Et en fait, peut-être que j'avais moins de fierté, moins d'ego, plus de recul, et je me suis dit, en fait, ça, tu t'apprêtes quand même à te refaire la deuxième fois la même chose, c'est-à-dire perdre très bêtement une amitié très précieuse alors qu'elles sont rares. Et du coup, très honnêtement, je pourrais pas te dire laquelle de nous deux a dégainé la première, mais je sais qu'on a dit, du coup, en attendant, tu veux qu'on prenne un café? Trop cool. Et hyper, tu vois, en regardant ailleurs, très, très sobrement. Et donc, on est allé prendre un café, qui a duré évidemment 12 heures. On a complètement oublié nos feuilles qui étaient dans la machine à imprimer pendant ce temps. Et de faire un rattrapage un peu gêné pudique quand même, tu vois, avec un peu un éléphant dans la pièce de, bon, ben, ça fait quand même des années qu'on s'est pas parlé. Mais le sous-texte était putain, tu m'as tellement manqué en fait. Et viens, en fait on s'en fout. Et je crois qu'à un moment dans la conversation, j'ai dit et alors du coup ça avait donné quoi avec machin? Elle m'a dit de la merde en fait. Ouais. Voilà, bon bref. Ouais. Et vraiment le lendemain, on a repris exactement là où on avait décroché. C'est magique ça. C'est toujours ma meilleure pote aujourd'hui hein. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que maintenant, parfois, quand on se raconte des souvenirs de quand on était étudiante, il y a des wagons qu'on a décrochés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un trou. Tu vois, elle dit, tu te souviens pas machine dans ma classe? Et je dis, bah non. Et en fait, il y a un petit ange qui passe parce qu'on se souvient que c'est l'époque où on se parlait plus. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai bien fait de ravaler mon ego et de me dire, putain, tu veux refaire la même connerie une deuxième fois? En fait, les potes, ça te manque toute la vie. Alors que les mecs, malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, il y en a eu 1000 en fait. Alors que des super meilleurs potes à la vie, à la mort, qui sont là aussi bien pour te tenir les cheveux quand tu vomis, que taper des méga fous rires dans la rue à 3h du mat et tout ça, et être là. Et surtout avoir un suivi de ta vie depuis tellement longtemps. C'est tellement précieux que le piétiner pour autre chose qu'un truc gravissime. Et encore, je vois pas quoi. Voilà. Et par la suite, avec cette amie, ça nous est arrivé de nous embrouiller, de nous faire la gueule pendant 2-3 jours. Et vraiment, à chaque fois, la petite sonnette pousse. En fait, viens, on fait place, en fait. En plus, enfin, je pense que c'est un truc qu'on observe quand on vieillit, c'est que les amitiés très fortes comme ça, vraiment passé 30 ans, il t'en reste 3, en fait. Tu vois, t'as plus le temps d'entretenir et d'arroser une relation intense multipliée à l'infini. À 20 ans, t'as 10 meilleurs potes.
À 30, t'en as 5. T'as pas de contraintes, à 20 ans, t'es complètement libre aussi. Ça. Et puis, t'as les amitiés que tu gardes parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais les vraies amitiés qui continuent à être riches et pas être juste de l'habitude ou de la loyauté, mais être vraiment quelque chose qui t'apporte quelque chose dans ta vie. En vrai, il t'en reste 3-4. Et alors, à 40, je t'en parle même pas. Et du coup, alors pour rien au monde, je laisse cette amitié maintenant être abîmée par quelque chose. C'est magique de se dire que, quoi qu'il arrive, non seulement t'as cette complicité, mais en plus, effectivement, t'as tellement de choses partagées au fil des années que t'as plus besoin de réexpliquer quoi que ce soit. C'est une archive vivante. Ah ouais, c'est-à-dire génial, que tu peux, même, tu vois, ton vécu avec tes parents, par exemple, ce qui est tellement un truc précieux à comprendre de quelqu'un, c'est que quand tu lui racontes un truc et qu'elle te dit, ah oui, puis alors connaissant ta mère, tellement précieux, en fait, ça. Et, du coup, nous, on peut dire, hey, ça fait 20 ans qu'on est copines, ce qui est quand même assez cool. Chambé, et on a vraiment un attachement à l'autre qui est pas facilement explicable. Et je suis contente que on n'ait pas laissé tout s'effriter. Là où ma super pote de collège, je suis sûre qu'aujourd'hui on aurait donc une amitié de 30 ans, voire de 30 ans, c'est fou. C'est fou. Et c'est con, enfin, elle s'est arrêtée pour un gars dont j'ai oublié le nom, quoi. Et alors, elle est toujours pas sur Facebook, toujours pas sur Instagram? J'ai pas elle depuis quelques années, mais je crois que c'est pas trop son truc. Bah enfin, Pénélope. Bah ouais. Tu vas peut-être faire ça, non? Non, mais elle, vraiment, c'est pas son truc, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Avec le recul, j'imagine que t'en as tiré une vraie leçon, un peu puissante. Ah bah oui, clairement, la leçon que j'en ai tirée, c'est que ce qu'il faut privilégier, c'est ce qui est rare dans une vie, quoi. Donc malheureusement, c'est plutôt les grandes amitiés que après, mes histoires d'amour, elles ont été hyper précieuses et il y en a certaines qui ont été beaucoup plus marquantes que ça, évidemment. Et je sais pas comment je réagirais si ça arrivait aujourd'hui, si cette même copine, bon là, je commencerais à lui dire, 2 fois t'abuses, mais puis je pense pas qu'elle le ferait. Je sais pas comment je réagirais si aujourd'hui une de mes meilleures amies tentait un truc avec le mec avec qui je vis. Je pense que je lui dirais que c'est incompréhensible, mais je le gérerais pas du tout comme à 13 ans, quoi. C'est que pour le coup, je dirais pas, bon bah, je crois qu'on a plus rien à se dire et je raccroche. Je crois que tu sais. Et je raccrocherais en bougeant mes cheveux. Je pense que avec ton 3310. Oh là là, ma pauvre. Au collège, non, le fixe de mes parents. Hein. Ah bah oui, je suis con. Non, je n'avais pas de 3310 ado. Mais on a quelques années d'écart, mais pas tant. Non, les anecdotes d'adolescence, elles se passent beaucoup sur fixe, hein, quand même. Tu te rends compte maintenant, il serait là sur Snapchat. Waouh. Ce serait terrible parce qu'aujourd'hui, je serais obligée d'aller les stocker. Tu vois, je me dirais, je suis sûre qu'ils sont encore ensemble tous les deux. Et ce serait horrible et ça aurait aggravé le truc à fond. Alors que là, il y avait une forme de... Ouais, on avait notre carnet d'adresses, nous, avec marqué au crayon de bois parce que parfois le numéro changeait. Ouais. Après, je le connaissais par cœur, mais... Classe. C'est quand même le numéro de ma meilleure copine. C'est un des parents de ma meilleure copine. Mais voilà. Moi, je trouve ça intéressant aussi lorsque tu parles d'ego. C'est vrai qu'il y a beaucoup de relations qu'on brise parce que on a trop de principes, en fait. Je crois que on nous inculque la fierté, la dignité, machin. Il faut, au lieu d'écouter nos tripes et juste notre instinct qui nous dit peut-être que c'est un peu plus gris ou peut-être que je peux lâcher prise sur certaines choses. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que malgré tout, on peut pas enlever l'espèce de rivalité intégrée des filles entre elles qui fait que quand tu parles de principes qu'on a tout près et particulièrement quand t'as 14 ans où là ta vie n'est que des principes débiles et des citations dans ton agenda, quoi, quand même. Et toutes tes règles de vie, c'est des trucs que tu questionnes pas, tu te dis ah non mais ça se fait pas en fait. Non. Et tu vas pas du tout questionner et je pense que vraiment à l'époque je devais me dire bah non, je suis désolée, ça se fait pas, il y a des choses sacrées, tu vois. Alors qu'à l'époque je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Non mais surtout je suis désolée mais une copine elle fait pas ça, j'aurais pu me dire aussi à cette époque-là est-ce que ce mec avait pas quelque chose à se reprocher aussi dans l'histoire? Pourquoi partir du principe que les filles se piquent des mecs? Tu vois, ça c'est vraiment que t'as biberonné aux séries AB Productions où t'as toujours la méchante fille qui veut te piquer ton mec et tout. Cette espèce de rivalité intégrée de te dire ah bah ça les filles sont comme ça entre elles veulent se piquer les mecs, elles se tirent les cheveux. C'est tellement du sexisme intégré avec lequel j'ai grandi quand j'étais ado. Je pense que c'est aussi ça qui a changé quand j'étais adulte et donc la deuxième fois, c'est de me dire pourquoi ce serait elle la méchante dans l'histoire? En fait, tu vois, c'est pas si caricatural. On vit pas vraiment dans un soap opéra, en fait. C'est ce que j'allais dire. La vie, elle est déjà tellement compliquée. On peut pas mettre des règles trop simples sur une vie qui est beaucoup plus complexe. Oui. Et puis des règles dans lesquelles, quand même, systématiquement, c'est les autres filles les méchantes. Et il y a la garce qui veut te piquer ton mec, la méchante. Tu vois, tous les archétypes, vraiment qui ont aucun sens. Tu vois, typiquement, je pense que
je suis pas du tout sûre que ça serait pareil, que l'histoire serait déroulée de la même manière si c'était deux mecs et qu'il y avait une histoire avec leur copine. Je pense que ça serait sûrement mal passé aussi, mais je suis pas du tout sûre que la résolution de l'affaire aurait été exactement la même. Je pense que c'est la nana qui serait partie, qui aurait été c'est ça. de l'histoire. Ça aurait été la garce, tu vois, ou que les mecs au moins se seraient confrontés, qu'il y aurait pas eu ce truc de j'arrive pas à imaginer que, vu la société dans laquelle on a grandi quand on était ado, j'arrive pas à imaginer les mecs de mon âge à l'époque réagir comme moi j'ai réagi. C'est sûr. Alors que nous, ça venait tellement répondre à une espèce de prophétie presque. Tu vois, mais ça, malheureusement, les garçons, ça crée des rivalités. Et puis aussi, tu parles de jalousie, mais c'est vrai que nous, les nanas, on est tellement comparées depuis toute petite il y a une sorte de rivalité qui se produit qui fonctionnerait jamais chez deux mecs entre eux, je pense. Oui, bien sûr, et ce même au sein d'une amitié où la rivalité elle a été complètement gommée. Qui provoque ça. Parce qu'on se dit que normalement on connaît le off de tout, c'est-à-dire que tu te dis pas je vois cette fille là-bas, ça me crée une jalousie parce qu'elle a l'air tellement sûre d'elle et tellement cool. Quand c'est ta meilleure copine, elle sait tout de toi, elle sait que t'es pas du tout sûre de toi, elle sait qu'en fait tu t'éclates tes boutons le soir et que tu pleures en espérant que tes seins vont pousser quand t'as 13 ans. Enfin, tu vois, elle sait tout ça. Donc évidemment qu'elle se dit pas je vais aller lui piquer mon mec. En fait, c'est fou de immédiatement plaquer sur une situation une explication aussi simpliste et sexiste. C'est vraiment un bain dans lequel je pense les jeunes filles sont moins maintenant, même si elles le sont encore beaucoup, mais dans lequel nous on était plein pot. C'est-à-dire que notre horizon c'était vraiment Beverly Hills 90-210 quoi. Donc il y a pas d'autre relation possible entre deux filles. Tu vois, je prends l'exemple de Beverly Hills, mais pour le coup dans Beverly Hills, il y a une amitié de filles qui est quand même très centrale. C'est Kelly et Brenda. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour elles vont s'embrouiller alors que c'était les BFF à la vie à la mort? C'est Dylan, en fait, tu vois. Et en fait, tout le monde regarde ça en disant ouais, mais c'est normal en même temps parce que c'est vrai que Dylan est très beau. Ok, donc elles se parlent plus. Donc on piétine des années d'amitié pour un mec qui en plus évidemment est insaisissable et enfin bon bref en plus une relation de merde. Ça on pourrait en faire mais carrément un deuxième épisode. Mais tu vois, tellement cru. T'as tellement de dans toutes les séries qu'on regardait quand on était ado. Dès qu'il y a une amitié entre filles, la seule chose qui peut venir à bout de leur amitié, c'est une histoire de mec. Et c'est pour ça que dans le Bechdel test, le test d'Alison Bechdel, on te dit des personnages féminins sont bien écrits si à un moment, c'est bon déjà si elles ont un nom, si elles sont plus de deux. Ouais. S'il y a pas un et si leur conversation ne porte pas sur un mec. Parce que sinon elles sont juste là pour servir un trope de la pop culture qui est que qui date bien avant la pop culture d'ailleurs, qui est que le seul enjeu des femmes et le seul sujet de rivalité, le seul sujet de conflit pour elles, c'est l'attention d'un homme. Et c'est fou comme on marche à fond là-dedans quand on est ado sans le questionner. C'est clair. Et en se disant désolé mais il y a des règles, pas mon mec. Elle aurait pu j'en sais rien me piquer ma meilleure copine, me piquer une copine, on en aurait parlé. On en aurait parlé toutes les trois. Elle aurait pu, je sais pas, me faire m'embrouiller avec ma sœur. On en aurait parlé. Mais un mec, non, là, elle a franchi la ligne, c'est terminé, game over. C'est quand même terrible, quoi. Surtout sur un mec qui 4 mois après n'est plus sous le radar, quoi. Ouais, c'est drôle, ça. Mais je comprends. Moi, j'aurais réagi absolument pareil. Aujourd'hui, il y aurait une histoire bizarre entre mon mec et ma pote. Je commencerai par croire ma pote. Et moi, je pourrais plus avoir confiance en mon mec aussi. Oui, bien sûr. Et même s'il me disait, je te jure, elle a essayé je lui dirais, écoute, en fait, je crois pas à ton histoire je ne comprends pas, les femmes sont comme ça, elle m'a sauté dessus. Je vous dirais, ça ressemble tellement pas à elle. Parce qu'en fait, surtout si tu dis comme ça, ça doit merci beaucoup. Parce qu'elle était là avant toi, en fait. En fait, voilà, je lui fais plus confiance à toi, en fait. Ouais, c'est horrible de dire ça, mais qui vas-tu croire entre même si je t'aime à la folie, elle est là depuis 20 ans, en fait. Donc ça lui ressemble tellement pas ce que tu me racontes. Ouais. J'ai des précédents avec elle, je connais tout le background, j'ai son CV en fait. Toi, j'ai ce que tu m'as dit. C'est exactement pour moi comme les mecs qui te parlent de leur ex qui était folle. Tu vois? Pour moi, c'est un red flag. T'as tendance à te dire dis donc, l'ex folle, ah ouais, tu dis. Et puis celle d'avant, pareil, j'ai pas eu de bol, folle aussi. Au bout d'un moment, tu dis, c'est bizarre quand même. Toutes les meufs seraient donc des harpies jalouses ou des folles furieuses. Et puis c'est un peu vexant pour moi parce que je me dis qu'il a un type. Et puis ça veut dire que potentiellement un jour c'est moi la folle pour la prochaine. Yes, donc voilà. C'est ça. C'est des choses qui maintenant me sembleraient beaucoup moins caricaturales et simplistes. Comment avec ces deux amitiés qui ont connu un sort de passage à vide, la première peut-être, moi j'y crois. Je vais te faire une série télé sur cette amitié retrouvée. Mais comment est-ce que cet échec te permet aujourd'hui d'appréhender tes amitiés?
Je les valorise énormément. C'est vraiment mes trésors, quoi. C'est que j'ai pas qu'elle, hein, mais j'ai pas non plus 50 amitiés très proches. Maintenant, à force, je crois que je n'ai pas vraiment d'amitié forte avec des gens depuis moins de 10 ans. En fait, ces amitiés-là, tu les fais quand même... tu les fais plutôt entre 20 et 30, quoi. Donc, ou avant, mes 2 meilleurs copains, c'est mes copains de quand j'étais bébé. Et c'est toujours mes meilleurs copains et on continue à se voir tous les 3 et on a un tatouage d'amitié tous les 3. Enfin, tu vois, on est quand même... Moi, je suis très gnangnan dans les amitiés, mais c'est vraiment... c'est ma famille. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la famille que tu te choisis. Ouais. Et moi, j'ai un noyau dur de... j'ai quand même de la chance parce que ils sont pas 3, ils sont plutôt presque 10. Mais et c'est vraiment des histoires d'amour, amour différents. Mais et je vais citer un podcast. Écoute, vas-y. J'écoutais le cœur sur la table, et je trouvais ça vachement intéressant, cet épisode où Victoire questionne ça en disant pourquoi est-ce qu'on chérit pas et on prend pas soin de nos histoires d'amitié qui sont des histoires d'amour de notre vie, complètement, puisqu'elles traversent toutes nos histoires d'amour entre guillemets, c'est-à-dire que ta meilleure pote, elle a connu toutes tes histoires, elle sait tout ça, et elle t'aime quand même. Elle a été là pour tout. Tu lui consacres du temps, de l'énergie, tu l'aimes, t'aimes ce qu'elle est profondément. C'est une histoire d'amour, donc on en prend soin comme d'une histoire d'amour, et pourtant elles sont pas du tout autant valorisées. On n'a pas écrit une tonnes de films et de livres sur les belles histoires d'amitié, sur des chansons, tout est centré sur l'amour. Et ça nous met pas dans des états de désespoir quand ça se passe pas comme on voulait, etc. Et à la fois, je suis pas d'accord, tu vois. Je suis en train d'écrire un bouquin sur mon podcast, et il y a un chapitre sur l'amour et l'amitié. Et moi, j'ai connu peut-être 2 fois des ruptures amicales, ce terme qu'on entend à peine ou très peu. J'ai trouvé ça d'une violence inouïe parce que je savais pas comment réagir face à ça, puisque justement dans les films, dans les chansons, dans les livres, on donne pas tellement la méthode. Bah non. On n'en parle jamais. C'est tabou. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que moi ça m'est arrivé comme ça, des amitiés aussi qui se terminent un peu de leur belle mort, tu vois, elles se délitent jusqu'à ce que ça, considérons que tacitement on se dit ça peut plus trop, on est d'accord qu'on est plus trop très potes. Et c'est vrai qu'après tu sais pas trop quoi faire de cette case vide, tu te dis mais du coup elle est pas morte, quoi, est-ce que de temps en temps quand je me demande ce qu'elle devient, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est opportun de demander des nouvelles quand t'entends parler d'elle par d'autres gens? Et tu vois, moi dans mon cercle d'amis proches, je suis témoin d'une rupture amicale entre 2 de mes amis très proches. On était inséparables et eux 2, c'est fini, ils se parlent plus. Et je les vois vraiment se comporter. Moi, je ramène ça à des parents divorcés qui prennent des nouvelles en douce, quoi. Ah ouais. C'est quand ils me voient moi, ils font bon. Et sinon, comment va, tu vois? Et sans demander franchement et en voulant pas se voir, mais en étant évidemment tellement curieux de savoir comment ça va, quoi de neuf dans sa vie. Et je les vois se dépatouiller effectivement de cette rupture amicale en sachant pas trop comment la gérer. Avec l'ego qui et puis en te mettant au milieu, exactement comme un enfant de parents divorcés, limite en disant tu préfères qui entre nous. Et du coup pour la garde alternée ça fonctionne comment? C'est compliqué, tu sais, vraiment c'est compliqué. C'est que non mais c'est vrai, tu te sens un peu coupable d'en voir un et pas l'autre, mais c'est vraiment comme des parents divorcés. Et je les vois pas très très bien vivre ça quand même. Ouais. Voilà. C'est très violent et on n'en parle pas assez. Donc écoute, cet épisode est là pour ça, pour mettre en lumière aussi et dire que c'est la vie, ça arrive et qu'on apprend beaucoup de choses aussi de ça. Ouais. Et pour toi, j'imagine que la fidélité s'en trouve renforcée aussi. Ah oui, bien sûr. On a des cicatrices, tu vois. On se dit qu'on en a vu d'autres. Donc c'est cool. Merci beaucoup, Pénélope. J'espère que cet épisode avec Pénélope Bagieux vous a plu. Pour découvrir les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Et puis si vous voulez rajouter quelques puntos à votre karma, on sait jamais, ça peut servir, mettez-moi 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Cette semaine, c'est Laura qui écrit de très belles découvertes dans tous les styles. Le parti pris de regarder un échec et son impact sur la personne est intéressant. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous et à très vite pour un nouvel épisode.